y a débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce débat du Sahel coproduit par Studio Tamani du Mali, Studio Kalangu du Niger et Studio Yafa du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes à Maradi, la capitale économique du Niger. C'est pour parler de l'implication des populations des pays du Sahel dans la lutte contre l'insécurité. Créée en septembre 2023, l'Alliance des États du Sahel a pour objectif principal de lutter contre l'insécurité, le terrorisme, la criminalité transfrontalière dans les 3 pays membres, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Si l'objectif est jugé noble, il demeure évident que le défi reste immense. De nombreux observateurs sont convaincus que le tout militaire n'est pas la solution. Pour arriver à bout de l'insécurité, ces derniers préconisent l'implication des populations. Mais comment? C'est donc le sujet que nous allons débattre aujourd'hui avec nos invités. Ils sont au nombre de 3. Bourema Garba à ma gauche, philosophe et sociologue, et Lawali Boubé, représentant de la société civile à ma droite, et Madame Adjara Goumadakoy, représentante des femmes leaders de Maradi. Je suis Sekou Gadjigo de Studio Tamani pour modérer ce débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois de plus. Avant d'entrer dans le vif de cette émission, donc, je vous propose d'écouter ce micro-trottoir réalisé à Bamako ainsi que dans d'autres villes du centre et du nord du Mali. Des habitants témoignent sur comment ils ressentent cette insécurité dans leurs différentes localités. C'est un micro-trottoir réalisé par Lala Diara Touré. Ici à Ségou, l'insécurité a beaucoup impacté sur la vie des populations en réduisant considérablement leurs revenus. Il n'y a pas un carré à Ségou qui n'a pas fait de funérailles. Toutes nos activités ne peuvent se réaliser comme on le voulait. Même notre métier de journaliste qu'on fait, souvent les gens ont peur de s'exprimer sur certains sujets. À Bankas, l'insécurité nous empêche de mener une vie normale. Ici à Ségué, ce n'est que dans la ville que les gens parviennent à cultiver. En dehors de la ville, c'est impossible de mener une quelconque activité. Nous, les cultivateurs, n'avons pas le courage de nous rendre dans nos champs. On y laisserait nos vies. Que le gouvernement nous vienne en aide. Ici à Mopti, impossible d'amener les animaux en pâturage. La situation est vraiment très tendue ici à Mopti. Nous, les femmes, nous ne pouvons pas sortir de la ville au risque de nous faire agresser. Avant, on faisait du commerce, mais on a dû tout arrêter. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, difficile de parler de développement. Et ici à Tomigna, c'est quasiment impossible de circuler au-delà de certaines heures. C'est vrai qu'ici à Ségou, on entend de moins en moins parler d'attaques, mais il y a beaucoup de familles qui sont venues chercher refuge ici. Dans certaines zones ici à Tomigna, même les mariages sont difficiles à célébrer maintenant. Je trouve qu'il y a une accalmie actuellement dans la ville de Mopti. Même si le danger n'est pas loin, c'est mieux qu'il y a quelque temps. Ce Garba Bourema, vous venez d'entendre ce micro-trottoir, c'est des témoignages de Maliens recueillis dans plusieurs villes du Mali, notamment celle en proie à l'insécurité. Quelle est votre réaction à ce témoignage? Je vous remercie d'abord pour m'avoir associé à ce panel pour réfléchir ensemble par rapport à une situation qui préoccupe toute notre sous-région, à savoir la problématique de la sécurité. Et cela dit donc par rapport au micro-trottoir que nous venons d'écouter, les différents témoignages que j'ai entendus présentent une situation qui est celle que tous les pays du Sahel sont en train de vivre, à savoir le ralentissement des activités productives, des activités économiques. Cela est dû donc à la question sécuritaire des habitants donc qui lancent des cris de cœur pour que les autorités au plus haut niveau puissent créer les conditions afin de trouver des solutions pour permettre aux paysans de retourner au champ, aux pasteurs d'aller au pâturage, aux transporteurs de prendre la route et tout un chacun, les scolaires, les femmes, les enfants, que chacun puisse vaquer à ses occupations parce que, comme l'a dit un de ses intervenants, tant qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'activité possible. Alors, Lawali Bourema, est-ce que la situation au Niger et peut-être même au Burkina Faso, est-ce que elle est similaire à celle du Mali? Ou bien il y a quelques différences? Bien, merci. Je vous remercie aussi pour m'avoir invité donc, à ce panel. Je crois que même le micro-trottoir qui a été fait l'a si bien dit. La situation du Mali, c'est celle du Niger.
c'est celle du Burkina Faso. En fait, tous ces pays de l'AES vivent le même problème. Ces pays du Sahel connaissent aujourd'hui cette insécurité importée, créée du fait du terrorisme international, comme nous le savons, et qui a fait suite à la dégradation ou la destruction de l'État libyen, qui a été programmée effectivement par ceux qui avaient un agenda contre nos États, c'est-à-dire les impérialistes. Et effectivement, la situation est la même, elle est quasiment la même. Les activités majeures de nos populations se résument à l'agriculture, l'élevage, un peu du commerce, etc., puisque nous n'avons pas de grandes unités de production en ce qui concerne, par exemple, la production des industries. C'est quand même la question de l'agriculture, de l'élevage. Et en cette période hivernale, quasiment sur le Sahel, la préoccupation, c'est comment être capable d'aller dans les champs pour pouvoir travailler. Et pratiquement avec une légère amélioration, comme l'ont dit ceux qui ont été interviewés, la situation est quasiment préoccupante jusque-là. Et c'est un peu partout. Alors, vous partagez, Madame Goumadakoy, en tout cas cette analyse de la situation dans les trois pays faite par Lawali Boubé tout de suite et Garba Bourema. Effectivement, je partage cela. Bon, je vous remercie d'abord de m'avoir invité pour ce panel. Et comme l'a dit mes prédécesseurs, c'est une opportunité de vraiment réfléchir à comment nous pouvons changer les choses. C'est vrai, nous sommes dans des situations où nous sommes dans un problème, mais souvent, essayons aussi de nous appesantir sur les solutions. Parce que pour le moment, vraiment, c'est de solutions de sortie dont nous avons besoin, en fait. Donc, j'aimerais vraiment que nous essayions de nous focaliser sur comment est-ce qu'on va s'en sortir, comment est-ce que nous allons préparer aussi les transitions. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous avec on nous a dit qu'on est dans des régimes de coups d'État et tout et tout. Mais je me dis que nous sommes aussi dans une période où nous pouvons préparer l'après-transition. Donc, je me dis que le plus important, il faudra qu'on s'attarde beaucoup sur qu'est-ce que nous allons faire pour changer les choses. Nous sommes dans les problèmes, nous sommes déjà dans l'insécurité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir. Garba Bourema, on vient de l'entendre, des populations du Mali qui, en tout cas beaucoup, continuent de vivre cette situation d'insécurité qu'elles vivent depuis une décennie maintenant pour le cas du Mali. Peut-être pour le Burkina et le Niger, c'est un peu moins. Mais comment les populations parviennent à vivre dans ces conditions, malgré tous ces défis qui les assaillent? Il faut dire à ce niveau que la relation entre l'homme et son terroir relève quand même d'un certain sentimentalisme que les gens doivent prendre en compte, parce que si vous prenez par exemple dans les zones rurales, malgré l'insécurité, il est difficile de séparer quelqu'un de son terroir. Donc comment les populations arrivent à gérer la situation? C'est d'abord leur relation affective avec leur terroir, avec leurs parents qui sont restés. C'est le premier élément à prendre en compte. Le deuxième élément, il y a aussi des efforts qui sont fournis par les pouvoirs publics pour pouvoir faire face à cette situation, puisque nous savons que malgré les moyens limités de nos États, ces États-là sont en train de fournir des efforts énormes, des efforts colossaux pour permettre d'abord à la population de rester sur son terroir et d'entreprendre des activités productives ou génératrices de revenus. Donc, je pense que les populations, elles vivent cette situation d'insécurité dans leur chair, dans leur âme, mais cela ne les décourage pas, cela ne nous fait pas observer, par exemple, un exode massif, comme on l'a vu dans certains pays. Si vous allez au Soudan, en RDC, vous allez voir que dès qu'on tire une balle, c'est des communautés entières, des villages entiers qui désertent et qui partent se réfugier dans la forêt. Dieu merci, chez nous, les gens sont encore dans une situation ou dans une position qui fait que malgré tous les problèmes qu'ils sont en train de vivre et d'endurer, ils trouvent quand même en leur fond les ressources nécessaires pour pouvoir rester dans leur terroir, avec l'espoir, bien entendu, que du jour au lendemain, les États, les pouvoirs publics pourront trouver les solutions adéquate à leur situation. Pour beaucoup d'observateurs, la solution militaire n'est pas la panacée pour résorber cette crise sécuritaire dans le Sahel.
il préconise l'implication des populations de cette région. Est-ce que vous partagez cet avis-là, que les populations ont un important rôle à jouer pour le retour de la sécurité? Évidemment, la question de la sécurité, ce n'est pas une question seulement des armées. Et si le terrorisme a eu facilement à s'intégrer dans nos différentes sociétés, c'est parce qu'il y avait une misère qui avait été créée par les gouvernants par le passé du fait effectivement du jeu qu'ils faisaient de ces Européens-là, qui les ont toujours conseillé d'aller dans le sens de ne pas prendre en main les vraies préoccupations des populations. Et ça a facilité les jeunes qui étaient désœuvrés en nombre, etc. Et beaucoup d'autres situations ont fait que quand quelqu'un est pauvre et qu'on lui propose, ajouté au fait que nous n'avons pas la maîtrise, sinon nous n'avons pas notre monnaie à nous. Je parle un peu des États du Sahel. Les Français ont bien voulu créer les conditions de financer dans le même temps qu'ils produisent comment on appelle ça, les devises pour le pays. Dans le même temps, ils donnent aux terroristes, à leurs amis, les moyens de pouvoir acheter des jeunes désœuvrés et effectivement de les mettre dans les rangs des terroristes. Donc, c'est ce qui veut dire que si on veut réellement finir avec l'insécurité, là, il faut prévoir des mesures de développement. Il faut aller dans le sens de recréer les conditions d'intégration des jeunes, des femmes et de tous ceux qui peuvent contribuer à la production. Il faut effectivement que l'on change. Et c'est pour cela que nous, au Niger, pendant longtemps, on avait demandé la refondation de la gouvernance. Il ne faut pas aller dans le sens de penser que quand il y a une question de sécurité, et surtout celle-là, les gens peuvent venir dans un village, on ne sait pas qui fait quoi, qui a contracté quoi avec qui. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un pour dénoncer, vous avez beau utiliser des moyens militaires assez importants, vous ne pouvez pas distinguer qui est population civile et qui est complice du terrorisme. Et là, ça ne facilite pas effectivement la gestion de la sécurité. D'accord. Alors, nous entamons comme ça la seconde partie de cette émission. Avant d'entrer dans le vif de cette partie, je vous propose de suivre ce reportage réalisé au Burkina Faso par Martin Kaba de Studio Yafa au Burkina. Il porte sur la commune de Dassa qui fait preuve de résilience face à l'insécurité. Tout comme Thérèse Nébier, affairée à la confection d'une tenue dans son atelier de couture, la commune rurale de Dassa se tisse une nouvelle vie. Les stigmates de la dizaine d'attaques de groupes armés non identifiés perpétrées en décembre 2022 et mars 2023 sont encore visibles. Ces assauts avaient poussé les 7 villages de la commune à se vider de leurs habitants, soit plus de 22 000 personnes, selon le dernier recensement de la population. Depuis avril 2023, ces déplacés ont amorcé le retour sur leur terre au grand bonheur de la couturière. Au début, là, il y avait des difficultés, mais maintenant, ça va. Comme les gens étaient revenus, peut-être il n'y avait pas d'argent pour coudre les habits. Donc, comme on a duré, qu'il y a la santé maintenant. Mais étant donné qu'il y a eu les problèmes là, il n'y a plus de peur, ça va? Non, il n'y a plus de peur. Par la grâce de Dieu, ça va. Après, que ça continue comme ça. Thérèse et les autres habitants de Dassa sont rassurés depuis l'installation d'un détachement militaire qui veille au grain. Comme une forteresse, l'accès à la commune est protégé par une barrière et une sentinelle. Au centre-ville, l'activité économique tourne à plein régime sous la surveillance par moments de soldats armes au poing. Draman Fauban, président du conseil communal de la jeunesse de Dassa. Vraiment, l'inquiétude est toujours là, mais on ne fait que remercier Dieu, parce qu'on est sur place. Tous les villages de Dassa ne sont pas encore reconquis. En tout cas, la majeure partie des villages sont reconquis, mais on souhaite, toute chose, c'est petit à petit. Inch'Allah, prie Dieu, tout ira bien. Sur les 7 villages déguerpis par les groupes armés, 6 sont réinstallés selon nos informations. En symbole, le drapeau du Burkina Faso bien en évidence, flottant sur un mât au centre de la mairie. À l'intérieur du bâtiment central, les autorités locales réfléchissent à des projets de développement, indique le premier vice-président de la délégation spéciale, Abdoulaye Baïli. Quand la mairie n'était pas sur place, il faut recommencer à zéro. C'est ça. Bon, on avait presque perdu tous nos partenaires avec la sécurité. Ouais, les partenaires, que la sécurité.
Bon, vous voyez. Et peut-être on a eu un partenaire qui est toujours resté fidèle à nous, qu'on appelle le Pro Arit. Même l'année passée, ils sont restés. On a travaillé un peu ensemble. Donc il y a d'autres partenaires qui sont en cours. Sauf que chez le chef de terre, des inquiétudes demeurent sur la situation à Marchor, le dernier village encore déguerpi. Les habitants de cette localité sont en attente de solutions de retour. Réfugiés à Dassa, ils ont quitté leur terre depuis les premières attaques terroristes dans la zone au regard de la proximité du village avec la forêt. Entouré de ces notables, le patriarche Michel Bazier craint également une autre détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans les environs. Au moment où les terroristes chassaient les gens de Dassa-ville, il y a des villages qui n'avaient pas été déguerpis. C'est de ces villages que la nourriture provenait. Le mil, le sorgho, l'arachide ainsi que les produits de l'élevage. Même présentement, c'est dans ces villages qu'ils sont en train de chasser les gens, donc c'est cultiver qui est le plus difficile. Personne n'arrive à aller au champ parce que c'est là-bas la forêt. Au-delà de Marchor, des villages comme Farba, Dor et Djivele sont également menacés par les groupes armés ces dernières semaines. Il y a quelques jours d'ailleurs, des hommes armés ont assassiné 2 personnes dans un village voisin avant d'emporter leurs animaux. À Dassa, les populations appellent à l'aide. Elles souhaitent le renforcement de la présence militaire et l'installation d'un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. Madame Goumada Koui, vous venez de suivre ce reportage réalisé à Dassa, une commune qui fait preuve de résilience face à l'insécurité. Des communes comme ça, est-ce qu'on en trouve au Niger aussi? Bien sûr, beaucoup même. Beaucoup même. Et comme, par exemple, dans le reportage, on sentait vraiment que les gens étaient résilients, qu'ils ne se sont pas focalisés sur ce qui ne va pas pour rester là et puis vraiment se décourager. Ils sont repartis, ils ont vaqué à leurs activités et autres. Donc, nous aussi, de notre côté, il y a beaucoup de communes, comme tout à l'heure même mon prédécesseur l'a dit, on n'a pas observé des gens qui vont dire qu'ils vont quitter leur village, ils vont quitter leur commune pour partir. Les gens restent et ils essaient vraiment de se battre pour que la vie continue, pour essayer aussi d'impacter économiquement le pays. Donc, de cette même manière, moi, je pense que, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est vraiment le moment de se focaliser sur les solutions, voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer nos conditions de vie et au-delà même, comment faire pour saisir ces opportunités-là et puis essayer de faire, pourquoi pas, même émerger nos pays. Parce que souvent, c'est dans les difficultés que nous trouvons vraiment l'essence pour vraiment émerger. Et puis, même en tant qu'être humain, souvent, c'est à travers les difficultés qu'on arrive à s'élever. Une fois qu'on a arrivé à traverser tous ces mauvais moments et qu'on arrive à vraiment réussir. Donc, je me dis que maintenant, c'est l'opportunité vraiment de s'appesantir sur qu'est-ce que nous pouvons faire, comme on l'a vu. Moi, j'étais très contente d'écouter cela et ce reportage-là parce que ça veut dire qu'il y a de l'espoir. On n'est pas en train de s'appesantir sur « Ah, ça ne va pas, il faut partir, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et même l'immigration et tous ces problèmes que nous remarquons là, c'est lorsque nous nous focalisons sur vraiment voici toutes les difficultés que nous traversons. Maintenant, moi, je me dis que nous sommes à une ère du développement, à une ère du changement. Focalisons-nous. Aujourd'hui, nous avons des opportunités vraiment pour émerger. Ce n'est plus comme avant. Rien qu'avec la communication, aujourd'hui, nous sommes ici, on va être écoutés à des kilomètres à la ronde ou bien dans d'autres contrées, dans d'autres pays. Donc, saisissons ces opportunités-là pour faire des sensibilisations. Saisissons ces opportunités pour apporter un changement. Et moi, je suis vraiment très confiante que nos pays-là sont à l'aube de leur émergence. Ils sont à l'aube du changement. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse a compris beaucoup de choses que nos parents n'ont pas compris. Donc, nous sommes prêts. Et puis, nous allons nous focaliser sur les solutions de changement, sur les solutions qui vont faire émerger nos pays, qui vont améliorer les conditions de vie
de nos populations. Certes, nous sommes dans des difficultés. Certes, nous sommes dans l'insécurité. Ce n'est pas facile. Mais avec notre courage, avec notre résilience, avec l'implication, que ce soit de l'État et de tout le monde, je sais que main dans la main, nous allons faire du changement. Moi, je reste vraiment optimiste malgré toutes les difficultés dans lesquelles nous sommes. Alors, on l'a dit, il ne suffit pas d'être résilient, mais il faut aussi s'impliquer dans cette lutte contre l'insécurité, peut-être en aidant les forces militaires, en collaborant avec elles. Comment des populations qui se trouvent dans de telles conditions peuvent, en tout cas, participer, contribuer au retour de la sécurité, selon vous? Avec aujourd'hui les nouvelles technologies, là, tout est possible. Nous ne sommes plus à l'ère où ce n'est pas facile, même la communication, c'est difficile. C'est de faire des sensibilisations. Les sensibilisations, c'est très important. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous allons être écoutés, nous allons être entendus. Utilisons ces moyens de communication-là pour essayer de sensibiliser les gens, sensibiliser les jeunes et puis aussi vraiment essayer ces jeunes-là qui sont désœuvrés, ces jeunes-là qui n'ont rien à faire. Généralement, c'est eux qu'on prend, on utilise pour les impliquer et puis les affilier à des groupes terroristes. Ces jeunes-là, essayons de leur trouver des activités, essayons de leur trouver d'autres solutions, de ne pas les laisser désœuvrer. Parce que ces gens-là, souvent, c'est par désespoir qu'ils s'affilient à des groupes terroristes et qu'ils contribuent à l'insécurité. Mais une fois que nous allons essayer de trouver des solutions, nous avons aujourd'hui l'opportunité d'avoir des nouveaux partenaires. Avec ces partenaires-là, essayons de voir comment est-ce que nous pouvons travailler avec ces jeunes-là, avec ces gens qui sont susceptibles d'aider ces terroristes-là. Comment est-ce qu'on peut essayer de les utiliser à bon escient plutôt que les terroristes-là les récupèrent et puis qu'ils essaient d'en faire de leur partenaire, quoi. Oui. Voilà. Ok, Monsieur Garba Bourema, vous êtes sociologue. En tout cas, Madame Goumada Koy et Monsieur Lawali sont tous d'accord que la population a un rôle à jouer dans le rétablissement, le retour de la sécurité. Mais comment est-ce que vous pensez que c'est aussi facile que ça? Il faut se convaincre qu'en réalité, vous ne pouvez pas aider un homme contre sa volonté. Donc, les populations dont on parle ici, ce sont les populations qui sont situées dans les zones où il y a le conflit, il y a l'insécurité. Maintenant, si nous voulons impliquer, ou si les États, les pouvoirs publics veulent impliquer véritablement les populations, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut éclaircir. Pourquoi? Le premier élément, il faut d'abord présenter à la population qu'on prétend aider ou qu'on veut aider la situation réelle. Puisqu'il y a des choses que les gens, certains enjeux que les populations rurales ne peuvent pas comprendre. Quand on parle par exemple de terrorisme transnational, et les populations rurales ne peuvent pas comprendre de quoi il s'agit. Donc le premier élément ici à prendre en compte, c'est présenter succinctement, en tout cas de façon à ce que les populations puissent comprendre quelle est la vraie situation, comment ça se pose, qu'est-ce que les États attendent de nous. Et nous savons également que les gens qui ont tracé les frontières des États dans lesquels nous vivons ont fait en sorte que des problèmes communautaires puissent se poser dans la gestion de nos États. Donc, si tous ces enjeux-là sont bien compris par la population et que la population comprend par ailleurs que c'est de son intérêt que la sécurité revienne pour qu'elle-même elle puisse reprendre un nouveau souffle de vie, je pense que la population va adhérer. Mais cela n'est pas possible tant qu'on ne change pas de paradigme, tant qu'on ne change pas de relation. Par exemple, le rapport entre les forces de défense et de sécurité et les populations rurales doit évoluer. Par exemple, je me rappelle, la semaine dernière, j'ai lu un rapport d'un élément des forces de défense et de sécurité dans lequel on énumère dans une localité de Niger la présence possible de certains terroristes. Donc, c'est pour dire que le monsieur a présenté une liste de 7 personnes. Les 4 premiers, il met le nom, prénom, il met origine ethnique. Les 3 derniers, il met nom, prénom, il ne met pas origine ethnique. Donc, vous voyez que quand on stigmatise déjà certaines communautés, c'est difficile de les impliquer.
Par exemple, si vous prenez un terroriste n'a pas d'ethnie, un terroriste n'a pas de village, un terroriste n'a pas de pays, c'est un terroriste, point. Mais certains esprits malins qui veulent donc tirer un certain bénéfice de cette situation font en sorte de discriminer des gens, de stigmatiser des gens. Et par exemple, si on indexe ma communauté, c'est vrai que je ne suis pas un terroriste, mais si on présente le terrorisme sous l'angle communautaire, je peux me sentir vexé. Je sais que tout ce que les communautés là sont en train d'entreprendre, c'est des activités complémentaires. L'agriculteur, il a besoin de l'éleveur. L'éleveur a besoin de l'agriculteur. Il a besoin du commerçant. Il a besoin du transporteur. Donc, si les gens comprennent ces enjeux-là, je pense qu'on peut aller dans un bref délai, dans une brève échéance, trouver en tout cas les ressources nécessaires pour ramener la paix dans nos pays et commencer véritablement le combat pour le développement. Alors, merci beaucoup, Monsieur Garba Bourema. Nous entamons maintenant la troisième partie de cette émission, de ce débat. L'Union Tillabéri pour la paix et le développement œuvre pour le retour de la paix et la sécurité dans cette région en proie à l'insécurité. Amadou Haruna Maïga est son coordonnateur. Nous l'écoutons au micro de Mokhtar Amadou. Il revient sur les actions menées par cette organisation de la société civile en faveur du retour de la paix et la sécurité. Ça fait des années que notre comité apporte sa contribution dans la recherche d'une solution aux problèmes sécuritaires dans la région de Tillabéri. Nous avons mené beaucoup d'actions. Nous continuons à mener encore les actions parce que la situation n'est pas encore maîtrisée. Et nous pensons qu'avec le concours des uns et des autres, nous parviendrons, Inch'Allah, un jour. Est-ce qu'on peut vaincre l'insécurité sans une réelle collaboration des populations locales? Non, il va sans dire qu'on ne peut pas. Il faut que tout le monde mette sa main à la pâte. Les populations qui sont victimes, qui sont sur le terrain, elles doivent contribuer, elles doivent collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité, elles ont les armes, elles ont tout, les renseignements, mais il leur manque quand même quelque chose d'essentiel, qui est la collaboration donc, des populations. Pour deux choses. Les populations, c'est elles qui connaissent, par exemple, le refuge, les endroits où se cachent ces bandits. Et pour la plupart, aujourd'hui, les gens connaissent les enfants de qui sont dedans. Si la population n'apporte pas, en tout cas, des informations comme ça, il va être difficile au FDS, n'est-ce pas, d'arriver à bout. Or, si les populations collaborent bien, donnent des indications précises au FDS, cela leur permettra de poser des plans, des stratégies. Est-ce que vous faites le plaidoyer nécessaire pour amener ces populations-là à collaborer avec les forces de défense et de sécurité? On n'a pas le choix et les populations elles-mêmes n'ont pas le choix. Et même les FDS n'ont pas le choix. C'est-à-dire que c'est une synergie. Il faut que tout le monde travaille pour que cela réussisse. C'est vrai qu'à un moment, les populations, elles sont même réfractaires quand elles voient les FDS. Parce que tout simplement, souvent, quand on attaque un village donné, les FDS, d'abord, elles arrivent tard, 2 heures, 3 heures de temps après. Et quand elles arrivent, c'est sur les lieux où il y a eu l'attaque qu'elles viennent. Alors que les bandits, là, eux, quand ils viennent, c'est du chap-chap ils font. Ils mènent leurs opérations parce qu'ils savent que les FDS vont venir. Donc les FDS viennent, ils demandent aux populations, après 2 ou 3 heures de retard, ils viennent, ils disent, ils sont au nombre de combien? Ils sont sur combien de motos? Etc., etc. Déjà, les gens sont là, ils sont debout sur leur cadavre. On vient, on leur pose de telles questions. D'abord, vous êtes venus en retard. Donc ça fait que les populations ont coupé, en tout cas, le cordon avec les FDS. Parce qu'elles se disent que même si elles les renseignent, il n'y a rien qui va changer dans la situation. Mais avec le temps, nous sommes arrivés à leur dire qu'il faut collaborer. Les gens ne sont pas les mêmes. Comme disait Sékou Touré, les hommes sont à la fois identiques et différents. Il peut y avoir un chef de FDS de ce mois donné qui a un comportement, un autre viendra qui a un comportement différent. Mais vous êtes obligés de collaborer parce que vous n'avez pas la force pour combattre ces gens-là. Donc ceux qui ont la force, il faut qu'ils aient des informations sûres et vérifiées pour pouvoir mener ça. Donc ça, le plaidoyer, on le fait tous les jours. Les FDS même demandent à ce que les populations collaborent. C'est de l'intérêt de nous tous. Il ne faut pas que les gens voient que c'est pour eux seuls. Ah non, les FDS aussi, c'est des Nigériens. Elles ne vont pas vendre leur vie comme ça pour aller sur un terrain, j'allais dire qu'elles ne connaissent pas. Il faut avoir des informations. Et aujourd'hui, la situation actuelle
nous pouvons dire alhamdoulilah, et les populations à la fois n'ont plus peur, parce qu'avant, à la moindre incartade, les gens fuient. Aujourd'hui, alhamdoulilah, les gens ne fuient plus. Les jeunes maintenant, avec les armes blanches et autres là, ils les bravent. Donc, pour dire que, alhamdoulilah, donc ceux qui font ça, donner l'information, qu'est-ce que ça leur coûte? Monsieur le coordonnateur, que faut-il faire pour ramener rapidement la sécurité de la région de Tillabéri? Mais écoutez, ces gens-là, d'abord, ils tuent, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a rien, absolument rien qui les oppose. Il n'y a pas de revendication, il n'y a rien qui les oppose aux populations qu'ils tuent comme ça. Il faut qu'il y ait un support. Voilà pourquoi nous faisons ça. Maintenant, les autorités vont regarder ça. Mais là, on vient, on tue, on ne sait pas pourquoi. Et encore que, mais ceux qui nous tuent aujourd'hui, les terroristes, les djihadistes et autres, là, personne ne sait leur origine, personne ne sait d'où ils viennent. Et c'est pour ça qu'il va être difficile de négocier. Avec quoi? Et avec qui d'ailleurs? Parce qu'il faut connaître les gens. C'est mon avis, la solution, il faut continuer à les combattre. Les combattre et se doter des moyens adéquats, avoir les renseignements précis nécessaires et pour le faire. Quand ils commettent leur forfait, il y a bien là où ils se retranchent. Et aujourd'hui, avec les moyens sophistiqués dont nous disposons, on peut les détecter par où ils se trouvent. Il faut privilégier les vecteurs aériens. Le moment n'est pas venu, mais ce qui est sûr, c'est que leur force de nuisance a diminué. Alhamdulillah. Les FDS sont en train de faire un bon travail. Et je me répète encore, c'est une situation qui a fait des racines. Ça fait au moins une dizaine d'années que l'insécurité est là. Donc, ils ont eu le temps d'embrigader certains jeunes, n'est-ce pas? Ils ont eu le temps de connaître tous les endroits. Et aujourd'hui, ce n'est pas à un an. Les gens pensent qu'avec l'avènement du CNSP, en un an, ça va finir. Non, ce n'est pas la magie. Ça va diminuer. Et diminution pour diminution, un jour, on va dire que ça n'existe plus. Et Inch'Allah, on y arrivera, mais avec le concours de tout le monde. Chacun a quelque chose à apporter pour la réussite de cette mission. De façon résumée, parle de la collaboration, en tout cas précieuse des populations, pour en tout cas aider l'armée à rétablir la sécurité. Mais il parle aussi d'une population qui n'est pas rassurée. Est-ce que l'équation n'est pas un peu difficile à résoudre? Comment on peut aider des forces de sécurité lorsque nous-mêmes ne sommes pas rassurés, Lawali? D'abord, avant de réagir à ça, je voudrais revenir sur la personnalité même de Amadou Harouna, qui est un acteur, en tout cas, qui est très bien connu de tous les Nigériens pour avoir été celui-là qui s'est dressé contre vents et marées, comme on dit, pour que cette situation de l'insécurité soit prise en compte par les autorités, même pendant c'est-à-dire avant le renversement du régime dit démocratique. Et c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de devoirs du fait que, en tout cas, il a toujours réfléchi sur comment créer les conditions pour que les solutions puissent être endogènes, que les populations elles-mêmes soient aidées par les dirigeants de manière à ce qu'ils créent les conditions effectivement de la prise en compte de cette question. Maintenant, comme il l'a dit, en fait, on ne peut pas venir... D'abord, l'origine de cette insécurité, c'est une origine exogène. Ça a été importé. Maintenant, quand on est venu, au lieu que les autorités s'attellent à prendre en charge avec tout ce que nous savons que nous avons des armées qui ne sont pas très bien équipées, qui n'ont pas tous les effectifs qu'il faut, et que c'est une action des impérialistes contre nos petits États autour desquels ils ont besoin des ressources, surtout pour parler très franchement, les ressources du sous-sol qu'ils veulent prendre à bas prix, et souvent même gratuitement. Ils créent les conditions pour qu'il n'y ait pas de stabilité dans les communautés. Et très malheureusement, en ce moment, puisque ceux qui gouvernaient voulaient sous-traiter la sécurité, ils n'ont pas voulu entendre tous ceux qui faisaient des propositions. Et personnellement, à Maradi, une fois bien avant, en tout cas, que le phénomène de kidnapping là ne soit un phénomène que tout le monde connaît et qui était très préoccupant. Il y avait des gens qui venaient de Gabi, par exemple, qui est une des communes qui a été très résiliente et qui a suivi des assauts, effectivement, des attaques de ce groupe de kidnapping-là. Ils voulaient que les autorités puissent leur faciliter, effectivement, qu'ils exposent réellement ce qu'ils pensent pouvoir devenir une préoccupation à l'avenir. Mais ils n'ont pas été très bien écoutés. Et effectivement, c'est surtout ces problèmes-là qu'il faut résoudre. Si vous donnez une information et que non seulement les forces les FDS ne viennent pas à temps, et que par la suite que vous soyez capable de représailles, parce que souvent on s'étonne de voir, toujours dans le même département, on a connu
dans le département de Madaronfo, on a connu des situations où un chef de village qui avait dénoncé, actuellement, lui et son enfant, ils ont tous été tués. Et c'est une situation autour de laquelle il n'y a pas eu de véritable clarification, en tout cas. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on a toujours demandé à ce que cette collaboration soit assez franche. Ce n'est pas parce que vous avez dénoncé, en tout cas, un malfrat, même si dans l'investigation, on a trouvé que vous n'avez pas eu l'information nécessaire. Normalement, la source doit être protégée. Et c'est à cela qu'il faut s'atteler. Il faut créer les conditions pour que tout le monde puisse se sentir concerné et qu'il sache que, en donnant une information utile, même si elle n'arrive pas à être vérifiée, vous ne pouvez pas être victime de dénonciation. Et donc, c'est à ce niveau qu'il faut revoir aussi la collaboration au niveau des jeunes, surtout au niveau des FDS, et des jeunes même au niveau des civils, des OSC, de nos communautés, comment créer les conditions effectivement d'une confiance mutuelle et que tout le monde puisse donner du sien. S'il n'y a pas de collaboration, avec les civils, les FDS ne peuvent pas résoudre le problème. Parce que le pays est non seulement vaste et nous avons beaucoup de communautés et il faut revenir, surtout je préconise à ce qu'on revienne à des situations qui ont permis à nos dévanciers, surtout au moment des empires, des grands royaumes là, de pouvoir avoir le contrôle. Aujourd'hui, les autorités coutumières, vous avez beaucoup de chefs qui ne savent pas dans tel village qui est un bandit potentiel ou qui l'est même réellement, qui pose tel. Et dans nos villages comme dans nos villes, vous allez voir des gens circuler à votre porte, vous n'êtes pas à mesure de leur dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire à ce niveau. Donc, on a légué complètement la question de sécurité au FDS et c'est faisant, on ne peut pas facilement résoudre le problème. D'accord, Madame Goumadakoui, le rôle des autorités coutumières, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut comparer aux autorités coutumières d'autres fois où elles étaient très bien écoutées, mais aujourd'hui, est-ce qu'elles sont même écoutées, à fortiori de pouvoir sensibiliser, en tout cas rappeler certaines personnes à l'ordre? Est-ce que c'est possible aujourd'hui dans nos contrées? Bon, dans nos contrées, c'est fort possible. C'est juste que nous sommes dans un autre contexte où nous avons vraiment d'autres préoccupations. Et si ces chefs coutumiers là pouvaient se mettre au même niveau que c'est par exemple ceux à qui ils s'adressent, par exemple à la population, comme il l'avait dit tantôt, souvent ils ne sont même pas informés. Ils ne savent pas qui est un terroriste ou bien qui s'affaire à faire quoi. Je me dis que les chefs coutumiers doivent être sensibilisés, doivent être formés et équipés pour au moins savoir qu'est-ce qui se passe dans la commune, dans le village, quel que soit le groupe de personnes, tant que le leader ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe au sein d'un groupe, c'est compliqué. Mais moi, je me dis que ces chefs coutumiers-là, s'ils arrivent à être informés et à savoir exactement qu'est-ce qui se passe au niveau des communes, ils peuvent prendre action. C'est pour ça que je m'appesantis vraiment sur le fait qu'on doit essayer de voir dans quelle mesure on peut faire des sensibilisations et des formations à ces gens-là pour essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent eux aussi et de quelle manière ils peuvent contribuer selon leur réalité aussi. Parce que souvent, c'est vrai, je parle beaucoup de technologie et autres, souvent ça n'arrive pas là-bas parce qu'il y a des problèmes, par exemple d'électricité. Il faut essayer de voir est-ce qu'on ne peut pas leur amener par exemple du solaire ou quoi que ce soit pour au moins pouvoir communiquer. Parce que je me dis que nous sommes à une époque où il n'y a que la communication. Par exemple, si on peut par exemple dénoncer quelqu'un en anonymat, ces chefs coutumiers-là, ils vont être au courant de beaucoup, et eux aussi, ils peuvent relayer l'information. Parce qu'aujourd'hui, le plus important, c'est vraiment d'avoir la bonne information pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et où et quand le faire. Voilà, alors, M. Garba Bourema, on l'a dit tantôt, l'implication des populations est essentielle pour le retour de la sécurité, mais en même temps, on dit que c'est des populations qui ont peur, qui ne sont pas rassurées par la présence des forces militaires nationales.
Pour vous, quelle est la solution aujourd'hui pour pouvoir impliquer, en tout cas amener les populations là à s'impliquer dans cette lutte contre l'insécurité? Je rappelle qu'en début d'émission, j'avais parlé de changement de paradigme, de changement de relation entre les forces de défense et de sécurité et la population. Je prends un exemple simple. Nous savons que lorsqu'il n'y avait pas cette question d'insécurité, quel était par exemple le rapport entre les populations rurales et les forces de défense et de sécurité? N'ayons pas peur, ne mâchons pas nos mots. Nous savons que dans les villages reculés, lorsque vous voyez un gendarme, c'est qu'il est venu prendre l'impôt. Lorsque vous voyez l'armée, c'est qu'il y a un problème. Donc les forces de défense et de sécurité ont créé dans le subconscient des communautés le problème et le réflexe selon lequel dès que tu vois un agent de force de sécurité ou de défense, c'est qu'il y a un problème dans le village. Les populations n'ont pas une bonne image. Elles n'ont pas une bonne image. Les forces de défense et de sécurité n'ont pas une bonne image parce que pour régler souvent certains petits problèmes, vous voyez qu'elles exercent des violences sur les populations. Donc c'est pourquoi j'ai dit on doit changer de paradigme pour améliorer la relation entre les forces de défense et de sécurité et la population. Et cela est facile. Je prends par exemple, dans l'armée nigérienne, il y a une section qu'on appelle le génie. Si les populations rurales sont réfractaires à la collaboration, on peut prendre un détachement du génie militaire pour aller faire un puits, pour installer un forage, améliorer les installations électriques. Les militaires vont vivre par exemple 1 semaine, 2 semaines, 1 mois dans un village, sympathiser avec des gens et déconstruire ce mythe selon lequel dès que vous voyez un homme en tenue, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez. Donc si on arrive à améliorer cette image-là, la collaboration de la population sera plus importante. Mais si nous restons figés dans l'ancien schéma, selon lequel, dès qu'on voit un gendarme, il est venu prendre l'impôt ou arrêter quelqu'un, ou frapper quelqu'un, c'est un réflexe colonial, c'est des vestiges de la colonisation. Il faut enlever ça dans le subconscient de la population et présenter les forces de défense et de sécurité comme gage ou signe de sécurité, effectivement, puisque c'est ça leur rôle. Donc si les populations arrivent à comprendre cela, elles seront plus aptes à collaborer. Et un autre élément, si par exemple nous prenons en compte le département de Madarumfa, moi, j'ai l'habitude d'aller dans des missions officielles où on cherchait des solutions par rapport à cette question d'insécurité, notamment par rapport à l'implication de certains villageois dans les renseignements, dans le fait de guider les terroristes dans des concessions, etc. etc. Et il y a quelqu'un qui nous a dit, mais écoutez, dans ce village-là, qui est Sarkin-Yama précisément, qui est à quelques 7 km de Maradi, les gens disent, tout le monde connaît ceux qui font ça. Mais le problème, c'est que si tu dénonces quelqu'un, la nuit, on vient, on t'égorge et l'État n'est pas là pour te protéger. Donc, si nous voulons que les gens collaborent, il faut qu'on crée d'abord les mécanismes de protection des sources, des gens qui vont nous donner les informations. Les indicateurs de l'armée doivent être protégés, ceux de la police, de la garde doivent être protégés. Sinon, ils ne pourront pas accomplir leur travail. D'accord. Rassurer donc la population, mieux la protéger afin qu'elle puisse s'impliquer dans la lutte contre l'insécurité. C'est en résumé ce qu'on peut retenir de ce débat du Sahel coproduit par Studio Tamani du Mali, Studio Kalangu du Niger et Studio Yafa du Burkina Faso. On parlait aujourd'hui de l'implication des population des pays du Sahel dans la lutte contre l'insécurité. Nous remercions nos 3 invités, Garba Bourema à ma droite, il est sociologue, philosophe, et Lawali Boubé, qui est représentant de la société civile à ma gauche, et Madame Adjara Goumadakoy, représentante des femmes leaders de Maradi. Ce débat a été modéré par Sekou Gadjigo aux opérations techniques. Nous remercions toutes nos équipes de Kalangu ici à Maradi. Merci à toutes et à tous et à la prochaine pour un autre débat. Il y a débat.